étudiant d'Harvard. Il est professeur en sciences politiques à l'université de Namur. Ses recherches portent entre autres sur les questions de sécurité et les transformations contemporaines de la diplomatie. Notre invité, c'est Thierry Balzac. Bienvenue sur notre plateau de Regards croisés. Donc pour commencer, nous allons aborder votre dernière recherche qui porte sur la place de la nostalgie dans notre époque contemporaine. Donc, pour bien comprendre le lien qu'il existe entre nostalgie et diplomatie, peut-être pourriez-vous nous donner des exemples concrets d'États qui souhaiteraient revenir dans le passé? Alors là, on a vraiment le choix, parce qu'on a vraiment l'impression que ces dernières années, on a vraiment assisté à une sorte, si vous voulez, d'épidémie ou même peut-être de pandémie nostalgique. Si vous regardez la Turquie, par exemple, là, Erdogan ne se cache pas de revenir à une sorte de diplomatie. On a même parlé d'une diplomatie néo-ottomane. Son palais, par exemple, c'est vraiment un palais qui est dans la grandeur de ce qu'il considère comme étant la grandeur perdue de la Turquie. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est un exemple concret. Il y a d'autres, là, avec des effets aussi dévastateurs, c'est la Russie, par exemple. Poutine ne se cache pas de vouloir restaurer, d'une certaine manière, la grandeur passée de l'Union soviétique. Il considère qu'il y a là une douleur terrible du peuple russe d'avoir perdu cette place qui était la sienne dans l'ordre des choses au niveau du système international. Donc il faut revenir à ça, quitte à utiliser la force. Alors on peut parler d'une dernière élection, par exemple. Vous avez aussi le slogan de Trump, c'est quoi? C'est rendre à l'Amérique sa grandeur. Rendre à l'Amérique sa grandeur, ce n'est pas seulement au niveau interne, mais c'est aussi au niveau international. Donc là, vous voyez, on a, avec des États qui sont quand même des États clés en fonction des régions. Pour la Turquie, c'est un État clé au niveau régional, avec un effet presque de verrou entre deux mondes. Pour la Russie, c'est un grand acteur du système international. Et n'en parlons pas, pour les États-Unis, nous sommes là en face de la seule superpuissance actuellement, où vous avez des réminiscences nostalgiques qui sont à la base du rapport que l'on va entretenir avec le reste du monde. D'accord. Et donc, est-ce qu'on a déjà observé cela à d'autres époques, en fait? En fait, c'est quelque chose, j'ai envie de dire que ce n'est pas quelque chose qui est totalement nouveau dans le système international. Si vous voulez, la plupart, que ce soit des empires passés ou même les États, il y a toujours eu, ou même des groupes qui n'étaient pas États, il y a toujours eu au sein des groupes, ou même au sein des, ne serait-ce que les individus en eux-mêmes qui constituent les communautés, qui eux-mêmes constituent les États, il y a toujours eu si vous voulez, des références à un passé, des références idéalisées, parce que c'est aussi ça, la nostalgie. Ces références idéalisées, elles existaient toujours. C'était mieux avant. C'était mieux avant, a toujours été là et ça a toujours accompagné les individus. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on observe de nouveau, c'est que ça se passe partout en même temps. C'est-à-dire que si vous voulez, du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous avez une sorte d'éruption, quasiment comme si c'était une maladie qui arrive sur l'épiderme de la surface du globe, qui a contaminé l'ensemble du système international. Donc là, c'est quelque chose de nouveau. Et pourquoi, en fait, certaines personnes répondent favorablement alors à ces discours nostalgiques? Parce que, si vous voulez, la nostalgie, elle touche à quelque chose de profondément humain. Les humains, quand ils ont vécu quelque chose de très agréable, et que même quand ils ne l'ont pas vécu et qu'on leur a raconté un passé qui est un passé glorieux, ont envie de le revivre. Et donc, pour ces personnes, quand on leur présente en leur disant « voyez comment on était avant, voyez ce que nous avons perdu », cette tristesse de la chose qu'on a perdue et cette joie que l'on ressent en nous disant qu'on pourrait éventuellement le réavoir, c'est quelque chose qui est profondément humain. Et donc là, les discours qui sont capables d'entrer en résonance avec cette joie procurée par le désir de quelque chose de perdu que l'on pourrait éventuellement retrouver, évidemment, là, il y a quelque chose de tangible pour les gens. Peut-être qu'on ne le voit pas, mais c'est tangible pour les gens qui le ressentent. Donc c'est une émotion très forte. D'accord. Et donc, à l'inverse, il y a l'idée de progrès, qu'on pourrait comparer à l'idée de nostalgie. Mais pour vous, en fait, dans votre vision des choses, comment est-ce que vous envisagez le progrès? Est-ce que c'est plutôt un progrès social ou économique ou... Bon, là, c'est vraiment une question. Là, vous touchez à quelque chose j'ai envie de dire, qui est intimement lié à la question de la nostalgie. Si vous voulez, dans l'évolution même de l'histoire de la nostalgie, à un moment, si vous voulez, la nostalgie, c'était contre le progrès. Le progrès était censé
être une sorte d'antidote à la nostalgie. C'était la thérapie de base contre les sentiments nostalgiques. Et si vous voulez, on regarde au XVIIIe, au XIXe siècle, une des batailles, notamment au XIXe, ça a été de présenter la nostalgie comme étant un sentiment qui ne s'emparait que des personnes qui n'étaient pas évoluées. C'était en fait un sentiment des personnes primitives, des personnes arriérées. Et Karl Marx, par exemple, qui est un anti-nostalgique par excellence, va justement dire à ceux qui seraient pris de sentiments nostalgiques, attention, ne vous laissez pas piéger par ce sentiment, parce que c'est un sentiment qui absorbe vos énergies et ce n'est pas un sentiment qui vous fait avancer. Et une des raisons pour lesquelles, parce qu'on dit souvent que Karl Marx, par exemple, a soutenu à un moment la colonisation ou l'aurait défendue, mais pour comprendre cette position de Karl Marx, elle ne peut se comprendre que par rapport à la nostalgie. Parce que pour Karl Marx, en libérant les peuples justement de toutes les traditions primitives qui les ramènent constamment à leur passé, eh bien, on est capable d'avoir un vrai progrès, une vraie révolution. Donc, on voit bien que le rapport de la nostalgie au progrès est un rapport antinomique au départ. C'est vraiment la nostalgie, le progrès est présenté comme le remède ultime contre la nostalgie. Et donc, vous pensez que les personnes qui votent par exemple pour le FN ou qui votent pour Erdogan ne votent pas pour le progrès? Le problème du progrès, justement, c'est que le progrès, il vient souvent avec un ensemble d'attentes. Et les attentes sont exorbitantes, toujours. Et donc, on va toujours être déçu. Donc, c'est pour ça que, d'une certaine façon, le progrès n'a pas réussi à tarir la source de la nostalgie. Donc, on a eu un progrès économique, social et même moral, si on veut regarder l'abolition de la peine de mort, c'est quand même des progrès moraux. Oui. On a eu ce progrès, mais ça n'a pas tari la source de la nostalgie. Elle est toujours présente. Donc là, on voit bien que la nostalgie, ce n'est pas comme à un moment on avait pensé même au début du XVIIe siècle, on pensait que la nostalgie c'était une maladie et qu'il suffisait d'avoir un certain nombre de thérapies bien particulières. Le progrès en est évidemment une, mais il y avait d'autres thérapies qui étaient de rentrer au pays, par exemple, ça pourrait être une thérapie. Là, on se rend compte que ce n'est pas une maladie, c'est vraiment un sentiment viscéralement humain. Donc, les gens qui votent pour les différents mouvements qui leur présentent un passé idéalisé, ces personnes, si vous voulez, ont l'impression qu'elles peuvent recréer quelque chose. Mais la déception est logée dans la promesse, parce que la promesse est vraiment exorbitante et elle ne sera pas réalisée. Oui, d'accord. Et donc, à contrario, est-ce que certains souhaiteraient imposer le progrès à tout le monde sans concession? Là, il y a évidemment, par rapport à la question du progrès, la colonisation s'était vue comme étant une façon d'imposer le progrès. Et c'est pour ça que Karl Marx, à un moment, dit que c'est une bonne chose. Alors, il y a une mauvaise chose. Il ne dit pas que tuer les personnes dans la colonisation est une bonne chose. Il considère que c'est vraiment quelque chose de terrible. Quand il parle, par exemple, de l'Empire britannique et de ses exactions en Inde, il considère qu'il y a là quelque chose de terrible. Mais en même temps, il dit que c'est quand même un mal pour un bien. Parce qu'il y a un progrès et que c'est sur ce progrès-là que nous, on va montrer les limites du capitalisme, on va montrer qu'il y a une autre piste. Et cette piste, c'est la piste révolutionnaire. Et la piste révolutionnaire, c'est vraiment celle qui fait table rase du passé. Voilà. Donc, chaque fois, il y a un usage de ce progrès, mais justement pour pouvoir installer autre chose. Oui, d'accord. Mais est-ce que l'humanité va aller vers un progrès constant ou bien au contraire pas du tout? Là, c'est la question. Beaucoup de gens, les gens qui parlent du progrès économique vous disent aujourd'hui qu'on est peut-être arrivé aux limites de ce qu'il est possible. Donc, tout le mouvement de la décroissance, c'est justement ça, c'est de dire, prenons conscience du fait que nous ne pouvons plus progresser, qu'on est arrivé aux limites de ce que la Terre ou la planète est capable de donner, et essayons de trouver d'autres façons de vivre qui sont des façons peut-être moins révolutionnaires en termes de réalisation, mais qui sont tout aussi des façons agréables de vivre l'instant actuel. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Parce que selon vous, ce progrès économique peut expliquer un peu la situation un peu désespérée dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui? Il est évident que des gens qui considèrent qu'il y a eu un âge d'or, on vous parle souvent justement des 30 glorieuses, les gens qui considèrent qu'il y a eu un âge d'or dans l'économie européenne ou dans l'économie de leur pays,
et qui se retrouvent dans une situation qui est une situation de chômage aggravé. Et qui voient leurs enfants ou leurs petits-enfants ne plus avoir les mêmes opportunités qu'eux. Évidemment, pour ces personnes-là, la meilleure situation, c'est éventuellement de retrouver cet âge d'or qui est perdu. Elles considèrent que nous sommes dans un âge de fer et qu'il faut retrouver cet âge d'or. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. Il y a une nostalgie qui peut être alimentée par le désespoir économique des gens aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement une nostalgie qui est alimentée par les jeunes qui seraient au chômage, mais ça peut être par ceux qui, eux, ont vécu cette époque, qui se disent « notre époque était quand même bonne, et nous, on va, à votre place, décider pour que vous ayez les mêmes chances que nous ». Le Brexit, c'est un peu ça. Si on regarde le Brexit, on vous dit que le Brexit, il y avait un éditorial vraiment agréable d'un collègue qui montrait que, en fait, c'était en fait une sorte de lamentation, si vous voulez, quasiment biblique, où il est en train de dire, mais voyez donc ce que les anciens nous ont légué. Ils ont voté massivement pour le Brexit, mais ils ne se rendent même pas compte de la catastrophe dans laquelle ils ont plongé leurs enfants. Mais en fait, quand on pose la question à certaines des personnes âgées qui ont voté, elles disent, mais si on a voté, ce n'est pas pour nous. Nous, on va mourir dans quelques années, mais on a voté, c'est pour vous. Donc c'est une nostalgie, si vous voulez, de ce passé glorieux. Et donc, nous, on va voter pour que vous ayez les chances que nous, on a eues à notre époque. Parce que la situation actuelle ne vous permet pas de vous réaliser. Oui. Voilà un peu c'est comme ça que ça... J'ai l'impression que c'est comme ça que ça joue et qu'on peut comprendre une partie du vote de cette partie de la population au Royaume-Uni par rapport à cette réminiscence nostalgique. Mais alors, est-ce que, selon vous, vous pensez qu'un avenir meilleur est possible ? Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis un optimiste. Je suis un optimiste, mais pas un optimiste béat, mais je suis un optimiste réaliste. Et je considère que oui, qu'il y a évidemment, que l'avenir est certainement meilleur. De toute façon, vous savez, un des problèmes, une des sources fondamentales de la nostalgie, c'est justement à partir du moment où l'horizon d'attente se rétrécit. La nostalgie, elle ne fleurit que sur un sol où on ne voit plus ce qu'il est capable de nous donner. C'est quand on considère que ce que le futur peut nous apporter est moindre que ce que le passé nous a offert, ou alors du moins ce que le passé, en retournant vers le passé, on pourrait avoir. Donc dès que cet horizon se rétrécit, eh bien la nostalgie a évidemment un terrain propice. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces informations. On va peut-être passer sur une dernière question en lien avec l'actualité. Les USA viennent d'élire leur nouveau président Donald Trump. Quel impact cela aura-t-il sur l'Europe ? Pour moi, l'impact de ces élections sur l'Europe va être, je crois qu'il ne sera pas aussi extraordinaire que certains le craignent. Il ne sera pas extraordinaire parce qu'aux États-Unis, il faut quand même dire d'abord que c'est une cassure. Donald Trump n'a pas, même s'il a gagné massivement en termes de grands électeurs, quand on regarde en termes de voix réelles, ce n'est pas non plus une victoire écrasante. Oui. Donc là, je crois que ça permet quand même de voir quelle est sa marge de manœuvre. Il y a aux États-Unis encore énormément de personnes qui sont attachées. Lui-même est fils d'un immigré européen. Il y a encore beaucoup de gens qui sont attachés aux liens, par exemple, avec l'Union européenne, du moins avec l'Europe en tant qu'ensemble. Par conséquent, il est difficile de voir un président américain, quel qu'il soit, venir et se dire finalement il n'y a plus rien et que ça a un effet sur la sécurité européenne. Parce que la sécurité de l'Europe, pour beaucoup d'Américains, que Donald Trump le veuille ou pas, c'est aussi la sécurité des États-Unis. Et ça, c'est un élément fondamental. En revanche, est-ce que Donald Trump pourrait se désengager un tout petit peu, par exemple, de l'Alliance Atlantique pour inciter les Européens à plus investir dans la propre sécurité? C'est une possibilité. Mais un désengagement n'est pas un retrait total. Donc ce n'est pas non plus un changement fondamental. Mais si c'est un changement qui permet aux Européens de s'intégrer et d'avoir plus à dire dans leur sécurité et investir plus dans leur sécurité, je pense que c'est plutôt une évolution positive. D'accord. Thierry Balzac, un tout grand merci pour toutes ces informations. À bientôt. Merci.